Couturier vivant dans le Maryland et contre l'immigration clandestine, Lassina Doumbia raconte ses débuts aux États-Unis. Arrivé aux États-Unis d'Amérique par le biais de son père en 2006, Lassina Doumbia a réussi à s'intégrer dans le tissu économique américain. Il est devenu un couturier incontournable. Nous recevons dans son atelier situé dans l'État du Maryland le 12 avril 2023. L'originaire de la ville de Divo en Côte d'Ivoire raconte ses débuts, son intégration, ses ambitions pour son pays natal et lance un appel contre l'immigration clandestine. Comment êtes-vous venu aux États-Unis et avec quelle vision? D'abord, je suis arrivé ici par le biais de mon père. Mon père vit ici, ça fait presque 30 ans qu'il est là. Et je suis arrivé ici en 2006, janvier 2006 bien sûr. Quand je suis arrivé, automatiquement, la semaine qui a suivi, mon père m'a pris et puis m'a envoyé dans un magasin pour m'acheter une machine à coudre. Bon, auparavant, j'avais commencé la couture en Côte d'Ivoire déjà, donc je savais comment m'y prendre déjà. Donc la semaine qui a suivi, il m'a pris à aller chercher une machine et voilà quoi. Comment était votre début? J'ai commencé dans le basement de mon père, où j'avais ma chambre et puis le salon, j'utilisais le salon pour atelier en fait. Et savoir que le début n'était pas vraiment évident, c'était pas facile du tout. Parce que d'abord je suis arrivé ici sans la langue, je parlais pas anglais du tout. Et je suis arrivé, personne ne me connaissait, j'avais pas de clients et c'était une vraie galère. Une vraie galère. Donc j'étais là, je me réveille le matin, je regarde la télé, j'ai pas de clients, je regarde ma machine et puis bon voilà quoi. Donc j'ai fait cela pendant au moins une année. Sans clients, sans la langue et puis bon voilà. Jusqu'à ce que les choses commencent à aller un peu. Quelle était l'impression de votre tout premier client en tant que couturier? La première cliente, c'est la femme de mon père. Je ne sais pas comment on appelle ça, belle-mère en français ou bien quoi. C'est elle qui a raconté une dame ivoirienne du nom de Maman Nyaliga. Il y a jusqu'à présent je l'ai. Eh bien, elle est toujours avec moi et puis bon voilà quoi, c'est ma maman présentement. Donc c'est ma belle-mère qui l'a raconté au store. Elle était allée faire des achats et puis bon voilà. Elle a croisé cette dame et puis bon, elle lui a dit j'ai mon fils qui est là, qui vient d'arriver de la Côte d'Ivoire, il court très bien et puis bon voilà quoi. Et puis la vie a dit ok, donne-moi son numéro, je vais le contacter pour voir. Et c'est comme ça c'est parti. Elle lui a donné mon contact, elle m'a appelé, elle m'a dit que j'ai reçu ton numéro à travers ta main, et puis bon voilà. Elle m'a dit que tu cours très bien, que tu viens d'arriver d'Abidjan, est-ce que tu cours bien? Je lui ai dit, tu seras le juge de ça, donc toi-même tu viens et puis tu vas voir quoi. Donc quand elle est arrivée, elle m'a envoyé trois complets, que j'ai cousu en moins de 2 jours, j'ai cousu les 3 complets, et puis bon, elle est venue quoi, elle est venue chercher l'habit, elle était très heureuse. Dans le dimanche qui est suivi, elle a porté l'un des habits pour aller à l'église. Et les femmes de l'église ont commencé à courir après elle. Maman Nyaliga, tu es allé en Côte d'Ivoire? Elle dit non, je ne suis pas allé en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire m'a trouvé ici. Donc à travers elle, elle a commencé à donner mon numéro. Les gens lui demandaient, ton couturier, je veux son numéro. Et puis bon, de bouche à oreille, c'est parti quoi. Voilà. Aujourd'hui, quelles sont vos compétences? J'ai fait tout, les costumes hommes traditionnels, robes de mariage, tu n'as qu'à pointer ce que tu veux du doigt. Si c'est à coudre seulement, il n'y a pas de souci, ça se fait faire. Oui. Pourquoi travailler seul aujourd'hui, malgré la disponibilité de plusieurs machines à coudre dans cet atelier? Et j'en ai encore plus de machines parce que je ne peux pas, présentement, j'ai plus d'employés. Parce qu'avec
avec le Covid, ça a créé, ça a déséquilibré un peu les choses, quoi. Donc, puisque j'avais fermé pendant le Covid, j'ai fermé pendant 6 mois, et puis bon, mes employés, ils avaient besoin ils devaient travailler, il n'y avait pas de sous, donc ils se sont adonnés à ces deux choses. Je les ai recommandé de voir autre chose dehors, donc ce qui a fait que ouais, je suis présentement sans employé, je suis seul. Et c'est pas du tout facile de trouver quelqu'un qui sait coudre, parce que quand tu prends quelqu'un pour pouvoir travailler avec toi, c'est ton nom et ta main qui sort. Donc tu peux pas prendre n'importe qui et puis faire la couture, quoi. Il faudrait que la personne soit vraiment talentueuse pour pouvoir faire la couture. Donc ce qui rend très très difficile d'avoir quelqu'un pour pouvoir t'aider ici. Parce qu'ici, il n'y a pas d'apprentissage. Il n'y a pas d'apprentissage ici. Ici, ce sont des travailleurs qu'on a. Quand quelqu'un vient dans l'atelier, tu es obligé de payer la personne parce que la personne ne peut pas venir s'asseoir du matin au soir sans avoir un sou parce que la personne a des factures à payer. Donc, il n'y a pas d'apprentissage et puis bon, voilà quoi. C'est très dur, mais on fait avec quoi. Selon nos sources, vous faites de la couture de haute classe, ce qui fait de vous un couturier renommé au pays de l'oncle Sam. Est-ce vrai? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. J'ai fait des... Dans mes débuts aussi, j'ai fait des shows, j'ai fait des fashion shows. J'en ai fait 2 à New York et 1 en Californie. Et puis bon, voilà, j'ai seulement arrêté parce que je me disais que c'était trop de boulot parce qu'il fallait créer le modèle à tout moment. Et puis bon, ça me consommait beaucoup. Parce qu'il fallait beaucoup de temps pour pouvoir confectionner les habits. Et puis bon, voilà, le fait que je suis sûr, j'ai complètement arrêté ça, bien sûr. Tout, disons, environ sur 5 Africains, si tu trouves 5 Africaines assises quelque part et tu mentionnes mon nom, au moins il y a une parmi elles qui me connaît. À Washington, ici, dans le DMV, Washington, Maryland, Virginia, dans ce secteur-là, dans ces 3 states-là, si tu me mentionnes quelque part, parmi des Africains, pas les Ivoiriens, parmi les Africains, parce que la majorité de mes clients présentement, ce sont les Nigériennes, si tu me mentionnes parmi les Africains, il y a quelqu'un qui me connaît. Parce que j'ai été dans le game et je suis dans le game, ça fait depuis 2006, donc voilà. Quel message à l'endroit des jeunes qui nourrissent le rêve américain depuis la Côte d'Ivoire et qui envisagent d'emprunter les voies détournées? Ce que je vais dire, il faudrait que les gens comprennent une chose. Et je l'ai toujours dit. Moi, personnellement, je vais parler de moi-même d'abord. Je vais parler de moi-même avant de donner des conseils à qui que ce soit. Personnellement, si moi, je n'avais pas ma famille ici, je ne serais pas venu. Ce n'était pas mon ambition. Je ne serais pas venu. Mais moi, j'ai ma famille ici, j'ai mon père qui est là, tous mes frères et sœurs sont ici. Donc, je n'avais pratiquement pas de famille directe là-bas. C'est ma mère seule qui était là-bas, donc elle est décédée présentement. Donc, j'étais obligé de venir ici. Et quand je suis arrivé ici, les premiers mois, le premier mois même, je voulais repartir. Et mon père m'a dit, il dit, si tu as l'argent pour acheter ton billet, il faut repartir. Donc c'est pour dire, au fait, il y a une galère ici, il faut comprendre cela. Tout le monde n'a pas les mêmes chances. Tout le monde n'a pas les mêmes chances. Si tu as de l'argent, tu as au moins 500 000 dans ta poche. Tu as 500 000 dans ta poche, tu sais que tu peux faire, comment dirais-je, un kiosque où tu vas vendre des cigarettes devant la porte ou bien tu vas vendre des bonbons devant la porte. C'est mieux que tu fasses cela que de te jeter à l'eau ou à je sais pas quoi, à risquer ta vie au fait. Parce qu'il faut comprendre une chose. Tu peux rentrer dans ce pays. Il n'y a pas de souci. Tu vas rentrer. Mais il faut savoir que ouais, tu laisses des gens derrière toi. Et comment tu vas ressortir? Comment tu vas avoir les papiers ici? Parce que pour ressortir, il te faut des papiers. Parce que si tu sors sans papier, tu ne vas plus rentrer.
Et je vais te raconter une histoire comme ça. Une fois, c'était pendant l'indépendance de la Côte d'Ivoire même. Je crois que c'était en 2008. C'était à Silver Spring. Donc, j'étais invité à faire un fashion show à l'air libre. Donc, j'ai fait mon fashion show, j'ai fini mon fashion show. Et puis, bon, j'étais arrêté là. J'étais en train de errer là. J'ai vu tout d'un coup un doyen qui s'approchait de moi. Et il traînait derrière lui une valise. Et il s'est approché de moi. Et il m'a parlé en français. Il m'a dit, c'est toi qui as cousu les habits? Il dit, bien sûr, c'est moi qui ai cousu les habits. Il me dit qu'il est ivoirien aussi. Il dit, oh, ok. Et il m'a dit comme ça, je lui ai dit, quand j'ai vu la valise, je lui ai demandé, mais pourquoi tu traînes cette valise-là derrière toi? Il me dit que, oh, non, je suis, comment ils appellent ça? Je suis FDF. C'est-à-dire les homeless. Il est homeless. Il est sans-abri. Il a dit, mais ok. Il me dit que qu'il lui est arrivé ici depuis les années 70. Il est arrivé ici depuis les années 70. Et il sait pas bon. La vie lui a pas été facile. Et aujourd'hui, il se retrouve là. Il a traîné sa valise derrière lui. C'est-à-dire qu'il est rentré dans les détails. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'il m'a dit certaines choses. Et puis bon. Et au même moment, il m'a conseillé aussi. Il m'a dit, il ne faut pas faire comme moi. Donc c'est pour dire aux jeunes, ici, ce n'est pas ce qu'ils croient que c'est. Moi, par exemple, personnellement, 75% de ma vie aux États-Unis ici se passe dans mon atelier. 75% de ma vie se passe dans l'atelier où je suis assis. 75% de ma vie. Donc, je n'ai pas le temps d'être dehors. Parce que je dois survivre. Je dois travailler, je dois faire ce travail-là pour pouvoir payer mes factures ici, m'occuper de mes enfants ici, ma maison ici, payer mon atelier ici et pouvoir m'occuper de ce que je dois m'occuper en Afrique. Donc, qu'ils ne se trompent pas en regardant les immeubles, parce que tu crois que tu vois les immeubles, tu vois les gens marcher dans les rues, tu penses que quand tu vas venir, c'est comme ça que tu vas vivre. Non, c'est pas ce que tu vas vivre. C'est complètement différent, ce n'est que de l'illusion. Quand tu vas venir, il y a des Africains qui sont là. Ils ont des maisons. Mais ils font 3 boulots. C'est à peine s'ils dorment. Des gens qui dorment 3 heures par jour, 3 heures du temps par jour. Ou ils dorment même au volant de leur voiture pour pouvoir seulement vivre. Donc il faudrait que la jeunesse comprenne cela. Ne pas prendre les risques. L'avenir de l'Afrique, l'avenir c'est en Afrique. C'est pas ici. Ici, le système t'utilise. Le système t'utilise et te jette. On te jette, on te presse comme un chiffon. Quand tu es bien truc là, puis on te laisse. Donc, il faudrait qu'ils comprennent cela. Si tu as un peu d'argent, tu sais que tu as ton 1 million, tu as tes 500 000, tu as tes 2 millions, au lieu d'aller chercher visa quelque part, essaye de fructifier ces 2 millions-là parce que avec 2 millions, tu peux faire beaucoup, un bon business en Afrique ou qui sera bien rentable même. Voilà, c'est ce conseil-là que j'ai à donner aux jeunes. Aimeriez-vous nous présenter quelques modèles de vos productions, s'il vous plaît? Le costume que j'ai fait pour lui, pour le movie Black Panther, notre frère acteur Bambadjan Bamba. Ça c'était, comment dirais-je, un complet vert champagne, comme il voulait représenter, il représentait l'Afrique, donc il fallait qu'il se mette en quelque chose de plus traditionnel. Right? Yeah. J'ai fait ça pour une cliente. Ça, j'ai fait ça peut-être il y a environ 6 ans. Yeah. 6 ans par là que j'ai fait ça. Et ça, c'était lors d'un show, d'un fashion show. Que j'ai fait ça. Ils ont tiré ces photos-là. Le même fashion show ici. Votre mot de fin. Mon mot de fin, ce que je dirais, c'est
faudrait que la jeunesse comprenne une chose. Le métier, il est vraiment très très important. Très très important. C'est quand tu arrives en Occident, tu arrives dans les pays occidentaux, que tu vois que la valeur du travail de la main. Parce que ici, être un fonctionnaire ou être... tu n'es pas du tout considéré comme quelqu'un qui peut s'en sortir en fait. Mais quelqu'un qui a un boulot de la main, il est vraiment vraiment très envié. Donc il ne faudrait pas qu'il croie que ouais, il faut toujours porter une veste et puis bon voilà. Et puis les choses quoi. Donc si tu vas à l'école, mais je ne dis pas que l'éducation n'est pas bonne. L'éducation est très très bien, il faut aller à l'école. Il faut faire le truc, mais si tu vois que ouais, tu arrives à un certain niveau où tu ne peux plus t'en sortir avec les trucs, tu peux te tourner vers quelque chose et puis apprendre. Par exemple, si tu as laissé les études, il faut apprendre quelque chose. Il ne faudrait pas que tu t'assoies là et puis espérer la grâce de tomber du ciel, quoi. Voilà, apprends quelque chose, sache faire quelque chose avec tes doigts, apprends la maçonnerie, apprends la menuiserie, apprends la couture, apprends à être un ferronnier, tout. Et si tu as l'ambition de venir ici, parce que si tu rentres ici, et si tu as tous comment dire, tu as l'un de ces trucs-là, ça sera très très facile pour toi de t'en sortir que des choses. Et j'ai dit ça parce que j'ai un de mes petits avec lequel j'étais encore, quand j'étais encore en Côte d'Ivoire, il faisait la tôlerie. Et lui, il est rentré en France. Et il a traversé l'eau comme ça pour rentrer en France. Et pendant qu'il a traversé, il a traversé avec des amis. Donc, il a réussi à joindre la France. Et puis bon, voilà. Pendant qu'il y avait d'autres qui étaient déjà là avant lui. Mais lui, quand il est rentré avec son métier en main, automatiquement, pas plus d'une semaine, il a eu du boulot. Il a commencé à s'en sortir très, 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 très bien. Par rapport à d'autres, à ceux qu'il allait trouver là-bas. Et même, il est mieux que ouais, d'autres qu'il allait trouver qui sont là-bas, qui ont plus de 20 ans là-bas. Et lui, il allait, peut-être, je crois qu'il doit être dans sa septième année là-bas. Et il s'en sort très très bien par rapport au métier qu'il a. Parce que quand il est rentré là-bas, le blanc l'a vu. Le blanc, lui, il utilise des machines pour pouvoir faire les choses. Donc, lui, en Afrique, on utilise le plus souvent la main pour faire les choses. Donc, on lui a donné une partie de voiture, il a redressé ça avec la main. Le blanc n'a pas cru. Le blanc a cru que c'est magie. Donc, c'est pour dire, ouais, on a du talent, on doit apprendre. Si on espère sortir, si on veut sortir, il faudrait qu'on apprenne à utiliser nos doigts. Voilà. C'est le conseil qu'il peut donner aux jeunes. Et puis je vais dire, s'il vous plaît, n'essayez pas, ne forcez pas l'aventure. Ne forcez pas l'aventure. Parce que nous sommes là, on regarde, quand on voit les vidéos où les enfants des gens vont rester sur l'eau là-bas, là, c'est pas du tout, c'est pas amusant quoi. S'il vous plaît, restez, il n'y a rien ici. Voilà, il n'y a rien. Sérieusement, il n'y a rien. C'est la déception. Quand tu vas rentrer de la manière, tu seras déçu. Tu seras déçu. Parce que ce que tu espères là. Alors, je crois que je vais m'arrêter là. Mais, sachez que ouais, on le dit, c'est pas pour vous bloquer là-bas. Ce n'est pas pour vous bloquer. Ou bien c'est pas pour dire, ouais, parce que quand on dit, mais toi-même tu fais quoi là-bas? Toi-même tu fais quoi là-bas? Non, on est déjà là. Maintenant on connaît. C'est pourquoi on dit, il ne faut pas venir. Donc si tu as ton petit jeton là, il faut utiliser ça pour faire quelque chose d'autre. Voilà, je vous remercie et puis bon, voilà quoi.